Plus d'un siècle après la mort de Charles Darwin, des chercheurs continuent de marcher sur ses traces en explorant souvent des domaines très différents de ceux qu'il a étudiés, mais en étant guidés, d'une manière ou d'une autre, par sa pensée. Evelyne Heyer est professeure en anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Ses laboratoires se trouvent au Musée de l'Homme. L'originalité de ses recherches est de combiner les outils les plus pointus de la génétique avec des données sociales et culturelles, et d'étudier comment culture et génétique peuvent se transmettre simultanément d'une génération à la suivante. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'évolution de l'homme, c'est de comprendre en quoi le fait qu'on transmette non seulement du matériel génétique, mais aussi de la culture, peut avoir un impact sur l'évolution de l'homme. Donc je me place complètement dans les mécanismes de l'évolution tels que décrits par Charles Darwin, mais en intégrant aussi la culture. On a pu constater dans certaines populations humaines que le succès reproducteur d'un individu, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'il va avoir qui eux-mêmes se reproduisent dans une population, dépend de paramètres culturels. Ça peut être la richesse, ça peut être un statut social, et que ces paramètres culturels sont transmis aux descendants. Donc les descendants, à leur tour, aussi ont un fort succès reproducteur. Alors par exemple, comme succès reproducteur, on a pu étudier les populations du Québec où on voit que dans certaines familles, la plupart des enfants restent sur place dans la population, alors que dans d'autres familles, un grand nombre d'enfants vont partir, vont émigrer. Donc ceux dont les enfants restent sur place ont un plus fort succès reproducteur dans la population. Et il se trouve qu'à leur tour, ces enfants aussi vont avoir tendance à avoir des enfants qui restent sur place, donc qui transmettent leur succès reproducteur d'une génération à la suivante. Et ça, on se rend compte que ça fait une évolution très rapide des populations en termes de patrimoine génétique. L'atout des données génétiques, c'est de mettre en évidence que ce phénomène existe et aussi qu'il existe sur un grand nombre de générations, au moins 10 voire 20 générations. Et donc par exemple, on a pu montrer que dans les sociétés patrilinéaires, les nomades en Asie centrale, on a une transmission du succès reproducteur par les hommes. Il y a des hommes qui ont un fort succès reproducteur et ce fort succès reproducteur est transmis à leurs fils. Alors de la même manière, en utilisant ces outils, on a pu montrer que dans les populations dites de chasseurs-cueilleurs, on avait une forte transmission du succès reproducteur, cette fois-ci par les femmes. C'est-à-dire que visiblement, d'après les données génétiques, les femmes qui ont un fort succès reproducteur transmettent ce succès reproducteur à leurs filles en utilisant donc les données génétiques. Pour Darwin, la génétique n'existait pas, même, je dirais, jusqu'à la fin du XXe siècle, on avait des données globales sur des populations, mais ça fait seulement 10-15 ans qu'on a des données assez précises au niveau des individus pour faire ce type de travaux qui mêlent en fait des niveaux de précision de l'ethnologie avec des données génétiques. Frédéric Thomas est directeur de recherche au CNRS. Son laboratoire se trouve à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Il a créé avec Benjamin Roche le Centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer qui vise à étudier cette pathologie sous un angle de biologie évolutive. Ces recherches actuelles portent sur des mouches chez lesquelles on a induit un cancer de l'intestin. Les questions qu'il se pose sont en rapport avec l'efficacité que peut avoir une chimiothérapie dont le but est de stopper l'évolution d'une tumeur, mais qui risque parfois d'en stimuler les cellules les plus agressives. Le cancer est en fait un processus évolutif en temps réel, c'est-à-dire que quelqu'un qui déclenche un cancer, eh bien, la formation de la tumeur va obéir à des processus évolutifs pendant quelques années ou quelques dizaines d'années pour plusieurs raisons. On a tous les ingrédients pour qu'il y ait de l'évolution à l'intérieur de la tumeur. Par exemple, dans une tumeur de quelques grammes, on a plus de diversité qu'il n'y en aurait entre tous les hommes de la planète. C'est vous dire à quel point il y a de la variation et donc cette variation permet à la sélection naturelle de trier et malheureusement donc la tumeur évolue et rien que par évolution et sélection naturelle dans la tumeur, on arrive à expliquer le caractère de plus en plus invasif et agressif du cancer. Alors il est maintenant clairement établi que des chimiothérapies extrêmement agressives vont avoir un effet spectaculaire à court terme, mais vont conduire très rapidement à favoriser les quelques cellules cancéreuses résistantes. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à tout tuer, vous allez forcément favoriser ceux qui résistent, et ensuite il n'y a plus du tout de compétition, donc vous leur faites un boulevard, et elles vont pouvoir proliférer, et si vous n'avez pas d'autres outils contre ces cellules-là, eh bien vous ne pourrez plus empêcher la personne de décéder.
ce qui l'importe dans le cancer, c'est pas simplement de comprendre le cancer, mais c'est surtout de le soigner. Et c'est vrai que la recherche sur le cancer est depuis 40 ans aux seules mains de scientifiques extrêmement brillants, de chercheurs en médecine, mais des scientifiques qui ne sont pas formés aux sciences de l'évolution, alors que là, on a un processus qui est complètement un processus évolutif. Donc il est extrêmement intéressant et urgent dans ce contexte-là d'avoir des recherches interdisciplinaires, c'est-à-dire des équipes avec des chercheurs en médecine et des chercheurs en biologie évolutive pour comprendre éventuellement toutes les autres formes de thérapie qui pourraient découler.